revenus de l'année précédente. Donc, cette année-là, à partir d'avril jusqu'à juin 2025, les revenus que vous déclarerez seront les revenus de l'année 2024 dans son entièreté, donc de janvier à décembre. Tout ce qui intervient après, donc tout ce qui intervient après le 31 décembre n'est pas pris en compte dans la déclaration. C'est vraiment du 1er janvier au 31 décembre 2024 qui seront déclarés au cours de l'année 2025. Voilà. Alors pour cette année, je n'ai pas encore les dates précises de l'ouverture de la campagne parce que c'est encore en décision, mais généralement chaque année ça commence soit le 10 ou soit le 11 avril. Les dates limites de dépôt, quant à elles, sont propres au département. En fait, les dates dépendent des départements. En général, pour le Rhône, les dates limites de dépôt interviennent pour les déclarations au format papier à la fin du mois de mai. Donc, en général, c'est aux alentours du 20. Et pour les déclarations en ligne, ça va être début juin. Donc, les dates qu'il faut retenir impérativement pour la déclaration cette année, c'est qu'entre mi-avril et fin mai, il faut que vous ayez entendu parler de faire votre déclaration, ou en tout cas, il faut que vous sachiez où vous en êtes niveau déclaration, quoi. Et c'est ce pourquoi je suis là ce soir. Donc, voilà. Je précise quand même que les dates que j'ai citées, ce sont des dates légales de dépôt, dans la mesure où ce sont les délais légaux pour les déclarations donc des années précédentes. Par contre, si vous vous apercevez que vous avez un retard de déclaration, que vous n'avez pas fait votre déclaration de l'année dernière ou l'année d'avant, vous pouvez toujours faire votre déclaration hors délai. Donc, c'est rattrapable, hein, il n'y a pas de fatalité en soi. Vous pouvez toujours faire votre déclaration, par exemple, d'il y a 2 ans ou d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans, 3 ans maximum. Avant ça, on ne pourra pas récupérer. Donc, les dates que j'ai citées, c'est vraiment les délais légaux de dépôt pour une déclaration dans les délais. Oui, je précise ça parce qu'il y a pas mal de personnes en fait qui s'aperçoivent qu'elles sont en retard sur leur démarche, qu'elles n'ont pas fait leur déclaration l'année dernière, et au moment de rechercher un logement, elles se rendent compte qu'elles ont besoin de leur avis d'imposition. Et l'avis d'imposition, en fait, il est issu d'une déclaration d'impôt. Si on n'a pas déposé sa déclaration d'impôt, on n'aura pas d'avis d'imposition, c'est pas automatique. Donc il faut garder en tête que la déclaration faite dans les délais va permettre d'obtenir un avis d'impôt dans les délais. Et là, c'est toutes les démarches qui sont facilitées parce que je sais que, par exemple, les bailleurs demandent systématiquement un avis d'imposition. Pour l'accès au logement, c'est facilité. Et voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de... Enfin, c'était une petite parenthèse pour dire que voilà, si vous n'avez pas fait vos déclarations les années précédentes, en dehors des délais, vous pouvez toujours les faire, mais bon, c'est toujours mieux. L'idée, c'est quand même de faire ces déclarations, de faire ces démarches dans les temps, dans les délais, pour avoir ces papiers dans les délais. Alors, autre chose, c'est que à l'intérieur de ce délai, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Si vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes trompé dans votre déclaration, que vous avez fait une erreur, que vous avez besoin d'aide, vous pouvez modifier, revenir sur la déclaration autant de fois que vous voulez. Ça, il n'y a aucun problème. Que ce soit en ligne ou en version papier. Après, je vais revenir sur les services de correction qui sont mis en place. Mais il y a des services de correction qui sont mis en place pour les déclarations en ligne. Avant la date légale de dépôt, vous pouvez modifier comme vous voulez. Et même après la date légale de dépôt, à partir de fin juillet, il y a des services de correction qui sont mis en place. Voilà, ça c'est pour la déclaration en ligne. Si par exemple vous voulez corriger votre déclaration papier, vous pourrez toujours faire parvenir une déclaration rectificative. Donc pour continuer dans la temporalité de l'impôt, après le dépôt de la déclaration, donc une fois que la campagne est terminée, donc fin mai, je ne vais même pas dire début juin, on va dire fin mai, tout le monde a déposé sa déclaration. C'est fait, on a reçu la confirmation que c'est déposé. Alors, en format papier, on a le cachet de la poste qui fait foi que la déclaration a bien été envoyée. Et pour les déclarations en ligne, vous recevez un accusé de réception de votre déclaration. Donc, une fois que ça c'est fait, vous avez les avis d'imposition qui sont émis
au cours du mois de juillet. Donc, généralement, à partir de fin juillet, début août, vous commencez à recevoir vos avis d'imposition. Donc, l'avis d'imposition qui est bien différencié. Alors, tout à l'heure, je montrerai à quoi ressemble, enfin, je ferai une petite démonstration de toute façon du formulaire de déclaration, mais je montrerai à quoi ressemble aussi un avis d'imposition pour que vous puissiez bien différencier les deux, en sachant que c'est très différent parce que d'abord, on a le formulaire de déclaration et ensuite, à partir du traitement de ce formulaire de déclaration, on a un avis d'imposition. Alors, donnez-moi un petit instant, s'il vous plaît. Voilà. N'hésite pas à partager au cas où aussi ton écran si tu as des éléments sur l'écran que tu peux partager Oui, aussi. Ok, oui, je vais partager mon écran. Je vais d'accord. partager mon écran. Pour le moment, j'essaie de resituer le temps et après, je vais partager mon écran pour montrer les Super, formulaires. super. En tout cas, on est accroché. Il n'y a pas de problème. Bah, du coup, j'en étais à l'avis d'imposition. Voilà. Après le traitement, donc vous recevez votre avis d'imposition. Ça, c'est au cours du mois de juillet. Euh, voilà. Après, si vous n'avez pas votre avis d'imposition au cours du mois de juillet, ça, il n'y a pas de panique parce qu'il y a des gens qui peuvent le recevoir tout de suite comme des gens qui peuvent le recevoir après. Tout dépend de la déclaration, enfin, de ce qu'elle contenait, de si elle nécessitait d'autres retraitements. Et du coup, si elle nécessite d'autres retraitements, l'avis d'impôt sortira un petit peu plus tard. Voilà, donc ça, c'est pour le temps. Donc, à retenir, 11 avril, 6 juin, c'est la fenêtre pour déclarer ses impôts. Ça, c'est chaque année à un jour, 2 jours près. De toute façon, c'est communiqué partout. L'État essaie de mettre aussi en place une communication sur les réseaux. Donc, on retient la fenêtre de 11 avril jusqu'au 6 juin pour déclarer ses impôts. Ça, c'est non négociable. C'est la période. On ne peut pas faire en dehors. Si on fait en dehors, forcément, après, ça retarde et ça crée des délais supplémentaires. Donc, qui déclare et pourquoi on déclare? Ça, c'est quelque chose qui paraît évident. En fait, oui, on sait qu'on vit dans un pays où on paye des impôts, etc. Mais il faut savoir qu'il y a un type de personnes, enfin, normalement, tout le monde déclare. Plus précisément, les personnes qui sont domiciliées en France, les personnes qui vivent en France, qui ont leur lieu de résidence, leur résidence familiale, leur lieu de séjour principal, donc qui passent plus de 6 mois de leur vie, plus de 6 mois de l'année en France, doivent déclarer en France. Aussi, les personnes qui ont une activité professionnelle principale en France. Aussi, les personnes âgées de plus de 18 ans qui ne sont pas rattachées au foyer fiscal de leurs parents. Et ce, même si vous n'avez eu aucun revenu. Donc j'insiste là-dessus, même si vous n'avez eu aucun revenu au cours de l'année ou même si vous n'êtes pas ressortissant français, c'est-à-dire que vous êtes arrivé de l'étranger au cours de l'année 2024, vous devez quand même déposer une déclaration pour obtenir un avis d'imposition. Et l'avis d'imposition, après, il va être important pour tout ce qui est accès au logement, démarches pour des prestations sociales, démarches auprès de la préfecture, etc. Donc, c'est vraiment hyper important. Même si vous n'avez pas eu de revenus, même si vous êtes arrivé en cours d'année, vous pouvez quand même déposer une déclaration et c'est même vivement recommandé. Après, pour ce qui est des étudiants qui ont perçu des revenus de contrat d'apprentissage ou d'alternance, ça va être assez spécifique. Ça va être assez spécifique. Donc je reviendrai dessus tout à l'heure, parce qu'il y a une part de ces revenus d'apprenti qui est exonérée, donc qui n'est pas à déclarer. Donc, comme je le disais, la déclaration des revenus est vraiment obligatoire. Obligatoire, peu importe le montant des revenus. Et même s'ils sont à zéro, la déclaration des revenus, elle est vraiment obligatoire. Aussi, le fait d'être prélevé à la source ne change strictement rien à cette obligation. Donc, chaque année, même si vous avez été prélevé, parce que c'est une précision sur laquelle j'insiste parce qu'il y a cette confusion-là qui persiste quand même dans le, on va dire dans le conscient, dans l'inconscient collectif. Ah, mais j'ai déjà été prélevé à la source, j'ai pas besoin de déclarer, l'État me taxe déjà. Alors oui, l'État applique déjà un taux, mais ce taux, en fait, il a été calculé sur les revenus de l'année d'avant. C'est un impôt prévisionnel qui en ressort. Donc, il faut impérativement qu'il y ait une déclaration de déposer vous-même par les usagers
pour permettre à l'administration en fait de fixer la situation de l'année précise et définitive. Donc, ça permet d'éventuellement corriger les variations de revenus par rapport à l'année précédente et rajouter aussi les éléments qui sont inconnus de l'administration. Donc, les charges, ça peut être les dons qu'on a faits, les dons qui permettent de bénéficier d'avantages fiscaux, de crédits d'impôt. Ça peut être des frais de garde d'enfants. Voilà, il y a des situations, il y a des charges que l'administration ne connaît pas et qui n'entrent pas en compte dans le calcul du taux, qui ont besoin d'être régularisées via la déclaration des revenus. Donc, même si on est déjà prélevé à la source, c'est important de déclarer quand même les revenus dans les délais au moment de la campagne. Donc, voilà, j'insiste là-dessus. Et dernier temps fort en fait de cette chronologie de l'impôt, c'est qu'à la suite de l'émission de l'avis d'imposition au mois de juillet, on va avoir la mise à jour d'un taux de prélèvement à la source. Donc, soit la mise à jour ou la mise en place tout simplement d'un taux de prélèvement à la source. Donc, pour ceux qui sont concernés par le prélèvement à la source, suite au dépôt et au traitement de la déclaration, il y a un taux qui est mis à jour au mois de septembre. Donc, le taux, il est mis à jour au mois de septembre sur base des éléments de la dernière situation définitive fixée par l'administration, à savoir le contenu de la dernière déclaration. Voilà. Après, bon, en ce qui concerne, il y a pas mal d'éléments sur les modulations de taux de prélèvement à la source pour ceux qui sont déjà salariés. Vous avez la possibilité au cours de l'année de moduler votre taux de prélèvement à la source, mais ça, c'est assez spécifique. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui voudraient avoir plus de précision sur la modulation du taux de prélèvement à la source, ça, ce sera à voir au cas par cas. Je pourrais voir avec vous, il n'y a pas de souci, ou bien vous pourrez poser vos questions. Je profite pour dire à tout le monde que vous pouvez partager le bon lien. On l'a mis en commentaire. Vous pouvez repartager aussi le bon lien. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui, malheureusement, atterrissent sur le mauvais lien. Secondo, vous pouvez aussi laisser vos questions et interrogations en commentaire. Voilà, il y a Gauthier qui va se permettre de les récupérer au fur et à mesure. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, ou encore mieux, notez-les de votre côté. Et à la fin du discours de Jessie, vous aurez le temps de lui poser toutes les questions possibles. Merci encore. Et puis, Jessie, tu peux continuer. Merci. Bah, du coup, Sylvanus, je vois il y a une question qui est dans le chat. Est-ce que je réponds là ou je garde les questions pour la fin? Non, non, je préfère que tu gardes les questions pour la fin. Ok, ça marche, pas de problème. Bah, du coup, je vais continuer sur comment déclarer ses impôts. On va poursuivre sur comment déclarer. Donc, il y a différents modes de déclaration. Alors, celui qui est privilégié et qui est vraiment fortement recommandé, c'est le mode de déclaration en ligne. Donc, voilà, ça va être le mode de déclaration qui est privilégié par l'administration et sur lequel on vous incite. En fait, on vous incite énormément à passer par celui-là. À terme, bon, l'idée, c'est de faire disparaître complètement les formulaires papier parce que ça facilite vachement les démarches en dématérialisé de le faire en ligne. Donc, peu importe la nature des revenus à déclarer, dès que vous avez un accès à Internet, en tout cas, c'est fortement recommandé de passer par le service en ligne. Et pour déclarer en ligne, il faut se connecter à votre espace en ligne impôt.gouv.fr. Donc là, je vais vous partager mon écran. Déjà, si j'y arrive. Alors. Tu as un souci lors du partage? Ouais, je suis en train de. Ben, je crois que je vais devoir faire l'écran entier. Voilà, on va faire ça. Ok. Alors, est-ce que là, c'est bon? Non, pas encore. Là, ok, je pense que là, c'est bon. Voilà, parfait. Là, on voit. Est-ce que tout le monde peut confirmer au fur et à mesure dans le chat?
Parfait, Oula. merci Elisa. Ok, super. Ok, donc je disais quoi? Donc après, c'est rapide, c'est juste pour montrer où se trouve. Alors ça, c'est l'interface. Là, c'est bon, vous voyez? Oui, oui. Ok, donc ça, c'est l'interface impôt.gouv.fr. C'est bon, l'interface a changé par rapport à avant, mais c'est sur ce site-là, impérativement impôt.gouv.fr, sur lequel il faudra aller pour se connecter à son espace. Il n'y en a pas d'autre, c'est le seul, il est sécurisé, donc c'est là-bas qu'il faut aller. Et l'espace particulier se trouve en haut à droite de l'écran. Il faut cliquer dessus et une fois qu'on clique dessus, on se trouve sur cet espace-là de connexion. Donc, une fois qu'on est sur cet espace de connexion, pour ceux qui ont déjà fait une déclaration auparavant, il va falloir que vous récupériez votre numéro fiscal. Donc, je vais arrêter le partage un petit moment et je vais reprendre. Là, vous me voyez? Ok. Oui, oui, on te voit Donc, bien. ça, c'est l'interface sur impôt.gouv sur lequel il faut aller pour renseigner son numéro fiscal. Donc, si vous avez déjà déclaré vos revenus avant, normalement, vous possédez un numéro fiscal. Numéro fiscal qui est trouvable sur votre avis d'imposition. Donc, avis d'imposition des années précédentes. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. La première année, il faudra déclarer en papier. Et après, lorsque vous aurez reçu votre avis d'imposition au mois de juillet, il faudra conserver le numéro fiscal. Donc, le numéro fiscal, c'est hyper important. C'est ce qui va vous permettre de faire vos démarches toute votre vie, vos démarches administratives, en tout cas fiscales, toute votre vie à partir de ce numéro fiscal-là. Donc, c'est celui-ci qu'il faut récupérer et aller sur l'espace impôt.gouv.fr. Si vous n'avez pas déjà d'espace, il faudra le créer en renseignant le numéro fiscal. Ensuite, vous vous laissez guider et vous recevrez un lien d'activation par email pour finaliser la création de l'espace. Ok. Donc ça, c'est dans l'hypothèse où vous avez déjà fait votre déclaration les années précédentes et vous possédez déjà un numéro fiscal. Si vous n'en avez pas ou tout simplement que vous préférez le format papier, vous pouvez toujours déposer un formulaire de déclaration papier. Donc ça, c'est le deuxième mode de déclaration en fait qui est aussi possible. Donc le premier, le privilégié, c'est la déclaration en ligne. Le deuxième, ça va être la déclaration papier. Donc, pour ceux dont c'est la première déclaration, par exemple, si vous êtes arrivé en France au cours de l'année ou bien que vous n'avez jamais fait de déclaration, pour les nouveaux majeurs, par exemple, ou bien les personnes qui étaient précédemment rattachées au foyer fiscal de leurs parents, mais qui ne remplissent plus les conditions. Je vais faire un rapide rappel, une parenthèse sur les conditions de rattachement au foyer fiscal. Donc, lorsque vous êtes mineur, vous êtes automatiquement rattaché au foyer fiscal de vos parents. Après, lorsque votre majorité arrive, vous pouvez continuer d'être rattaché au foyer fiscal de vos parents sur demande. En revanche, c'est pas automatique. Il faut en faire la demande. Et ce, jusqu'à vos 21 ans. Alors, entre 18 ans et 21 ans, vous pouvez être rattaché au foyer fiscal de vos parents, et ce, même si vous n'êtes pas étudiant. Une fois que vous avez dépassé 21 ans, il faut que vous soyez étudiant pour être attaché au foyer fiscal de vos parents, et ça, vous pouvez le faire jusqu'à vos 25 ans. Donc, entre 18 ans et 21 ans, on peut être attaché au foyer fiscal de ses parents. Alors, je vais vous demander de couper les micros, s'il vous plaît. Merci. Donc, être rattaché au foyer fiscal de ses parents, ça signifie qu'en fait, on va être associé. Si vous voulez, vos parents vont demander à ce que vous continuiez de faire partie de leur foyer fiscal. Et vous, de votre côté, vous n'avez pas de déclaration à déposer, vous avez rien à faire. Vous êtes rattaché au foyer fiscal de vos parents. En revanche, si ce n'est plus le cas, il faut que vous constituiez, même si vous êtes tout seul, votre propre foyer fiscal. Donc ça, c'était par rapport à la première déclaration. Donc, si c'est votre première déclaration, il faudra déposer une déclaration au format papier. Ah oui, je voulais préciser aussi que même si
c'est votre première déclaration, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de numéro fiscal. Parce que je prends l'exemple d'une personne, par exemple, qui a toute sa vie, enfin toute son enfance été rattachée au foyer fiscal de ses parents. Si chaque année, il y a une redondance en fait, du rattachement de l'enfant mineur sur le foyer fiscal de ses parents, l'État va automatiquement générer un numéro fiscal à l'approche de sa majorité. Donc, il y a certains enfants majeurs, en fait, qui possèdent déjà des numéros fiscaux. Il y a certains enfants mineurs, pardon, qui possèdent déjà des numéros fiscaux à l'approche de leur majorité. L'État envoie un courrier avec le numéro fiscal en prévision de votre première déclaration. Alors, ça ne veut pas dire que vous la ferez automatiquement, cette première déclaration, parce que, comme j'ai expliqué, il y a des conditions, en fait, qui vous permettent d'être attaché au foyer fiscal de vos parents jusqu'à vos 25 ans. Mais si toutefois vous avez une première déclaration à faire, assurez-vous quand même que vous n'avez pas déjà reçu un papier avec un numéro fiscal. Parce que si vous faites une nouvelle déclaration sans regarder ou quoi, on peut vous créer un deuxième numéro fiscal et là, ça crée un doublon. Alors, ça peut faire parfois des soucis. Donc, assurez-vous quand même que vous n'avez pas déjà reçu un papier avec un numéro fiscal. Alors, il y a un micro qui est ouvert, je ne sais pas de qui. Merci beaucoup. Ok. Donc, on va poursuivre. Donc, là, on va arriver à la déclaration. Alors, le formulaire papier. Alors, où vous pouvez retrouver ce formulaire? Et là, je vais refaire un partage. Donc, le formulaire, vous pouvez le retrouver sur impôt.gouv.fr. Donc, une fois que vous êtes sur l'interface d'accueil de impôt.gouv.fr, vous devez, alors là, vous soyez attentifs et vous pouvez prendre des notes. Ça, c'est quelque chose, de toute façon, ça ne changera pas de sitôt. Et c'est un chiffre à retenir. Je sais que ça paraîtra être trop physique aux yeux de certains, mais il y a un chiffre à retenir dans votre déclaration d'impôt, c'est 2042. 2042, c'est quoi? C'est le numéro du formulaire principal de déclaration des revenus. C'est ce formulaire-là qui va vous permettre en fait de faire vos démarches administratives, on va dire dans les règles de l'art. Donc une fois que vous êtes sur l'interface d'accueil de impôt.gouv.fr, vous tapez dans la barre de recherche 2042 et vous entrez. Et lorsque vous descendez, vous avez téléchargeable, accessible, et vous avez même des notices. Normalement, les notices, elles sont tout en bas. Voilà. Là, vous avez des notices tout en bas. Donc, n'hésitez pas à être curieux aussi parce que le site de impôt.gouv évolue énormément et il y a probablement beaucoup de réponses à vos questions qui se trouvent sur le site impôt.gouv. Donc là, je reviens à la première page. C'était pour vous montrer le chemin d'accès au formulaire de déclaration des revenus. Donc là, pour le moment, vous avez simplement le millésime 2024. Millésime 2024, ça veut simplement dire que c'est l'année d'établissement de la déclaration. Donc l'année dernière, c'était l'année 2024 et au cours de l'année 2024, on a fait des déclarations, mais c'était pour les revenus de 2023. Donc, retenez bien que lorsqu'on déclare ses revenus, on déclare toujours les revenus de l'année précédente entière, donc de janvier à décembre. C'est impossible qu'en 2025, là, on déclare, par exemple, les 3 premiers mois de 2025. Ça, c'est pas possible. On déclare toujours une année entière, donc du 1er janvier au 31 décembre. Donc, dès que vous vous trouvez dans une année, dès que vous vous trouvez dans une année, par exemple, le mois prochain, on sera en avril 2025, considérez toujours que les revenus que vous déclarez, c'est l'année entière précédente. Donc, le millésime 2024, c'était pour déclarer les revenus de 2023. Donc, lorsque la campagne sera ouverte, vous aurez un petit onglet qui va s'ajouter ici.
et qui s'appellera millésime 2025 pour déclarer les revenus de 2024. Donc là, vous avez tous les formulaires et les annexes téléchargeables pour ceux qui souhaitent déclarer en format papier. Malheureusement, je ne peux pas encore vous montrer le formulaire de déclaration en ligne parce qu'il n'est pas encore ouvert. Mais pour ceux qui souhaitent déjà se familiariser un peu avec les emplacements, les différents éléments de la déclaration, vous pouvez toujours vous rendre sur info.gouv et regarder un peu les formulaires. Donc, celui-ci, le formulaire de déclaration des revenus, c'est le formulaire principal qui est obligatoire. Quand bien même vous n'avez rien à mettre dedans à part votre nom, votre prénom, celui-là, il est toujours à rendre à l'administration, daté et signé. Donc ça, je vais vous montrer plus en détail comment le remplir. Et à côté, vous avez les annexes selon les natures de revenus que vous déclarez ou les natures de charges aussi que vous déclarez. Donc typiquement, de toute façon, je vais ouvrir la complémentaire et celle des réductions et crédits d'impôt pour vous montrer. Donc voilà, donc là, vous pouvez les télécharger. Donc là, j'avais déjà ouvert une déclaration. Ça, c'est le formulaire 2042 de déclaration que vous avez à déposer si vous choisissez le mode de déclaration en papier. Donc, on commence toujours par saisir le numéro fiscal juste ici. Là, vous avez un espace pour votre numéro fiscal si vous en avez déjà un. Si vous n'en avez pas encore, ce n'est pas un problème, ce n'est pas obligatoire à remplir. Et là, vous avez un petit espace ici s'il s'agit de votre première déclaration. Et la particularité de la première déclaration, c'est que c'est la seule déclaration pour laquelle vous avez des pièces justificatives à fournir. Toutes les déclarations que vous faites, si vous êtes déjà connu du fichier administratif, si vous avez déjà déclaré avant, vous n'avez pas besoin de fournir un quelconque justificatif dans votre déclaration, ni de fiche de paye, ni d'attestation fiscale, ni les seuls justificatifs qu'on peut vous demander et qui ne sont pas obligatoires, mais que si on vous les demande, vous avez le devoir de les fournir, ce sont les justificatifs de dons. Donc, tous les dons que vous faites à des associations, aux associations cultuelles, donc de l'Église, etc. Là, vous devez conserver les justificatifs, mais vous n'avez pas l'obligation de les fournir au moment de la déclaration. Mais par contre, le devoir de les donner si on vous les demande. Donc, je répète, la seule déclaration pour laquelle vous avez des pièces justificatifs à fournir, c'est la première déclaration. Et ici, il faut cocher qu'il s'agit de votre première déclaration. Ensuite, on a l'espace pour remplir l'état civil. Donc là, c'est assez simple. Vous renseignez votre état civil, votre lieu de naissance. Ici, c'est pour les noms d'usage, donc vous n'êtes pas obligé de remplir numéro de téléphone et mail. Donc, c'est toujours important de mettre un numéro de téléphone et un mail. C'est bien pour remplir le fichier, la base de données administrative. Ensuite, ici, vous avez l'adresse. Alors, j'insiste sur l'adresse parce que là, il s'agit vraiment de l'adresse au 1er janvier. Là, vous voyez 2024, alors qu'il s'agit de la déclaration des revenus 2023. Donc là, pour cette année, pour la déclaration 2024, on va vous demander votre adresse au 1er janvier 2025. Donc, c'est important que vous mettiez votre adresse au 1er janvier 2025 parce que c'est ce qui va permettre en fait de rediriger votre déclaration dans le service compétent, dans le service local compétent. Et si toutefois vous avez changé d'adresse au cours de l'année, vous pouvez renseigner les informations juste en dessous, dans la section changement d'adresse. Et là, très important, date, signature, classique. Mais c'est important parce qu'il y a des déclarations parfois qu'on ne comprend pas. Bon, c'est très rare qu'on ne comprenne pas, mais ça met le doute, donc il faut toujours dater et signer. Ensuite, sur la deuxième page, vous avez les renseignements concernant la situation du foyer, enfin la composition du foyer fiscal. Donc là, pareil, très simple, vous pouvez renseigner votre composition fiscale si vous êtes seul, si vous êtes à deux, voilà. Ensuite, juste en dessous, vous avez un espace pour les situations particulières. Donc ça, je ne vais pas trop détailler parce que c'est des situations très particulières qui ouvrent droit en fait à des avantages fiscaux, donc des demi-parts supplémentaires. Mais ça, si vous vous sentez concerné, en fait, en lisant le formulaire, si vous vous sentez concerné par l'une de ces situations particulières,
Mais n'hésitez pas, enfin, je pourrais voir avec vous si vous pouvez cocher les cases, notamment pour la carte mobilité inclusion, mention invalidité. Je sais qu'il s'il y a des personnes qui possèdent cette carte, vous avez droit à un avantage fiscal, et aussi pour les parents isolés. Ensuite, dans la section qui suit, donc ça concerne les personnes à charge. Donc il y a deux sections différentes pour les personnes à charge pleine et les personnes à charge les enfants à charge alternée. Donc la première case ici, c'est pour enseigner le nombre d'enfants, juste en dessous leur année de naissance à chacun. Là, il n'y a rien à remplir si les enfants ne sont pas titulaires de la carte mobilité inclusion. Et ici, bon, c'est toujours appréciable lorsque vous mettez l'état civil des enfants aussi. Et ça va être intéressant pour les majeurs. Ça va être la section qui va être intéressante si vous souhaitez être attaché au foyer fiscal de vos parents. Donc, si toutefois vous avez plus de 18 ans et que vous remplissez les conditions pour être rattaché, donc moins de 21 ans et pas étudiant, ou plus de 21 ans et moins de 25 ans et étudiant, c'est ici que vos parents doivent renseigner votre nom, votre état civil, pour que vous soyez rattaché à leur foyer fiscal. Ensuite, là, on arrive à la partie de déclaration des revenus. Donc, la première section, la section de traitement et salaire, concerne la déclaration de tous les revenus. Donc, en général, lorsque vous êtes déjà enregistré au fichier, ou tout simplement lorsque votre employeur a bien fait les démarches, l'administration connaît déjà vos revenus. Donc, il y a des montants que si un jour vous vous connectez sur votre déclaration en ligne, il y a des montants que vous voyez apparaître qui sont déjà pré-remplis. Ça s'appelle pré-rempli. Donc ça, ce sont les informations qui sont déjà connues de l'administration, qui lui ont déjà été déclarées, soit par votre employeur, soit par des caisses. Des caisses. Alors, je ne suis pas sûre que France Travail transmette les revenus de chômage, parce que ça, normalement, c'est pas imposable. Mais en tout cas, les employeurs, c'est sûr, chaque mois, ils ont des déclarations à faire. Même si vous n'êtes pas prélevé à la source, en tout cas, ils transmettent des déclarations et l'administration est déjà au courant de vos revenus. Donc là, dans la case 1AJ, c'est possible que vous ayez déjà des montants pré-remplis. Et c'est ici, si ce n'est pas le cas, c'est ici que vous aurez à renseigner les montants, vos montants, votre cumul imposable annuel. J'en profite pour faire une parenthèse sur le cumul imposable annuel qui se retrouve sur la fiche de paye de décembre de l'année 2024. Là, pour l'année 2024, en fait, votre cumul imposable annuel sera à retrouver sur votre fiche de paye de décembre. Ou alors, je sais qu'il y a certains employeurs qui fournissent des attestations fiscales aussi. Ces attestations fiscales avec le montant directement net imposable à reporter dans la case 1AJ. Donc, c'est dans la case 1AJ qu'on doit reporter son cumul net imposable annuel. Ensuite, je vais faire rapidement un petit point sur les frais réels. Donc ça, c'est pour les salariés qui, par exemple, estiment avoir des frais, qui engagent en tout cas des frais très élevés pour l'acquisition et la conservation de leurs revenus. Vous pouvez opter, puisque c'est une option, pour la déduction des frais pour leur montant réel. Donc, inclus dans ces frais réels, vous pouvez déduire des frais kilométriques. Donc, si par exemple, vous faites de grandes distances pour vos trajets professionnels, voilà, ou bien si par exemple, vous avez des missions à faire qui se trouvent loin de votre lieu de travail, etc., et que vous estimez que ça engage des frais assez conséquents, vous pouvez les inclure dans les frais réels. Aussi sont inclus dans les frais réels, il y a un forfait pour les repas. En fonction du nombre de jours travaillés, si vous avez une cantine sur votre lieu de travail ou non, vous avez droit à un forfait de 5,20 € par jour travaillé pour les repas. Ça aussi, c'est à déduire des frais réels, bon, selon certaines conditions, mais ça, je ne vais pas trop détailler. Et aussi, si par exemple, votre employeur vous verse des indemnités ou autres pour des déplacements professionnels, ça, pareil, c'est à voir dans les frais réels. Donc, à retenir que si par exemple, vous estimez que en termes de déplacement et de frais, vous dépensez beaucoup, enfin, vous avez des frais assez élevés pour l'acquisition de votre revenu, vous pouvez opter pour les frais réels. Voilà, donc ça, c'est pour la portion de revenus.
Après, là, en deuxième section, on a les revenus de capitaux mobiliers. Donc ça, ce serait plutôt les personnes qui investissent ou qui ont des comptes de capitalisation dans les banques. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc là, je disais pour les revenus de capitaux mobiliers, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce qu'en général, c'est un espace qui est pré-rempli par la banque. Donc l'administration, normalement, a déjà connaissance des revenus. Alors les revenus de capitaux mobiliers, rapidement et simplement, ce sont des revenus qui sont générés par des placements financiers que vous avez fait éventuellement, qui auraient généré des intérêts, des dividendes ou divers revenus. Voilà. Donc là, ça se retrouve normalement, enfin, ils sont imposés dans cette section, mais normalement, ils sont déjà imposés à la source par la banque. Donc cette section-là, elle est déjà pré-remplie. Bon, si ce n'est pas le cas, là, pareil, je pourrais intervenir au cas par cas si vous avez besoin de conseils pour la déclaration des revenus de capitaux mobiliers. Pareil pour les revenus fonciers. Donc les revenus fonciers, c'est quand même assez spécifique. Le mieux, ce serait pareil de voir au cas par cas. Ce qu'il faut retenir pour les revenus fonciers, c'est que si par exemple vous avez mis des appartements en location, vous êtes propriétaire, vous avez un appartement en location, ce que je souhaite à chacun d'entre vous, si vous faites en dessous de 15 000 euros de revenus fonciers annuels, vous relevez directement de cet espace, donc ce qui va s'appeler le régime microfoncier. C'est pour les revenus bruts n'excédant pas 15 000 euros. Donc là, il n'y a pas de complication. Vous mettez simplement le revenu brut foncier que vous avez perçu au cours de l'année dans cette case-là, la 4BE. La 4BE. Et là, après, vous aurez des abattements. Là, pareil, si vous voulez plus de précision sur les régimes fonciers, je pourrais vous voir en individuel. Et après, un petit peu plus complexe, il y a le régime réel, là qui va impliquer le remplissage d'une annexe, une annexe qui s'appelle la 2044, qui est indispensable en fait lorsqu'on opte pour ce régime. Mais là, pareil, ça, je vais faire au cas par cas. S'il y a des questions là-dessus, il n'y a pas de problème. Ensuite, je vais faire aussi une parenthèse aussi sur les charges déductibles. Donc, pour ceux, par exemple, qui envoient des sous, enfin, qui envoient de l'argent, qui entretiennent la famille ou bien qui envoient de l'argent à l'étranger en guise de pension alimentaire, voilà, donc qui envoient de l'argent à l'étranger, vous pouvez aussi déduire des pensions alimentaires. Alors, des pensions alimentaires qui doivent être versées à des ascendants. Donc, il faut que ça soit les parents, pas les tantes, pas les cousins, pas les cousines, pas les frères et sœurs non plus. Mais il faut que ce soit les parents ou les enfants. Donc, ascendants ou descendants en ligne directe. Et là, toutes les sommes que vous envoyez à l'étranger, vous pouvez les déduire dans cet espace-là en 6 GU, en prenant bien le soin, parce que lorsqu'il n'y a pas le nom et l'adresse des bénéficiaires, l'administration peut ouvrir un contrôle, surtout si c'est des sommes envoyées à l'étranger. Donc, lorsque vous déduisez les sommes que vous envoyez à l'étranger à vos parents ou à vos enfants, vous pouvez les reporter dans cette case-là en 6 GU et ici mentionner le nom et l'adresse des bénéficiaires. Et ça va constituer une charge déductible de votre revenu imposable. Donc, ça va venir en déduction de l'assiette, du socle de revenus imposable. Donc ça, c'est important à savoir aussi. C'est une charge auquel vous avez droit, c'est un avantage auquel vous avez droit. Ensuite, on va passer à la section réduction et crédit d'impôt. Donc là, vous avez toutes les réductions, enfin en tout cas les plus courantes, celles qui sont les plus classiques. Après, il y a un autre formulaire, c'est un formulaire annexe qui va regrouper un peu plus de réductions d'impôts plus spécifiques, notamment les frais de garde d'enfants, les enfants scolarisés en collège, lycée et enseignement supérieur. Mais là, ça va être sur le formulaire principal, on y retrouve les plus courantes. Et notamment pour les dons, je précise, voilà, si vous faites des dons à des associations d'aide aux personnes en difficulté, type la Croix-Rouge ou bien il y en a d'autres, hein, aide, les Restos du Cœur, etc., ça sera à déclarer en
7 UD ici, parce que ce sont des dons versés à des organismes d'aide aux personnes en difficulté. Le deuxième, en général, pour la sauvegarde du patrimoine religieux, c'est pas quelque chose que je vois souvent. Mais bon, apparemment, il y a des personnes qui le font, c'est possible. Mais le troisième cas, je pense, concernera pas mal d'entre nous. Ce sont les dons versés à d'autres organismes d'intérêt général, aux associations d'utilité publique et aux candidats aux élections. Mais en tout cas, c'est cette case qui concerne tous les dons qui sont faits à des associations cultuelles, type église, association, en tout cas en lien avec les lieux de culte, etc. Dès que vous avez vos reçus fiscaux, vous pouvez, en tout cas les sommes, les montants qui figurent sur les reçus fiscaux sont à reporter dans cette case-là, donc la 7 UF, et ça générera un crédit d'impôt qui va venir s'imputer sur une partie de l'impôt que vous devez payer. Et après, bon, là, vous avez des crédits d'impôt aussi pour si vous employez des personnes à domicile, mais là, pareil, je ne vais pas trop m'étaler. Ensuite, dernière section du formulaire principal. Après, je vais laisser place aux éventuelles questions. Ici, vous avez la section prélèvement à la source. Donc, au même titre que les traitements et salaires, que les revenus, normalement, cette case-là, elle est déjà connue de l'administration, donc elle est déjà pré-remplie. Si vous avez été prélevé à la source, c'est que votre employeur fait des déclarations tous les mois et renvoie à l'administration tous les mois les montants qu'il prélève sur votre salaire. Donc, normalement, ce montant-là est déjà connu de l'administration. Vous n'aurez pas à le remplir vous-même. Mais si toutefois ce n'est pas fait, vous pouvez toujours renseigner les montants totaux de prélèvement à la source, donc le cumul total annuel de prélèvement à la source qui figure également sur votre fiche de paye de décembre de l'année. Donc, normalement, le total figure sur la fiche de paye de décembre. Et si toutefois ce n'est pas déjà pré-rempli dans votre espace, vous pourrez toujours le renseigner dans la case 8 HV. Ça, c'est pour le prélèvement à la source. Donc voilà, ça c'est pour... et la suite, en fait, ça concerne les documents justificatifs dont je parlais au début, s'il s'agit de la première déclaration. Je précise bien, il n'y a aucun document justificatif qui est à envoyer si vous faites votre déclaration, s'il ne s'agit pas de votre première déclaration. Il n'y a que dans le cadre de la première déclaration de revenus que vous avez des justificatifs à fournir. Et la liste de ces justificatifs est indiquée à la fin du formulaire. Et ça, voilà, ça c'est pareil, c'est dans le cadre des documents justificatifs. Donc voilà, ça c'est pour le formulaire de déclaration principale au format papier. Pour ceux qui n'ont pas de numéro fiscal ou ceux qui préfèrent faire en format papier. Mais sincèrement, mon conseil, c'est que si vous avez déjà un numéro fiscal, le mieux, c'est de passer par Internet parce que moi, vous avez la garantie que, premièrement, votre déclaration est reçue, vous avez un accusé de réception qui est envoyé. Et deuxièmement, c'est beaucoup plus simple et pour vous et pour l'administration de le faire en ligne. Mais si toutefois vous n'avez pas le choix, c'est ce formulaire-là qu'il faut aller télécharger, récupérer sur impôt.gouv.fr, le 2042, à remplir et à envoyer dans votre service local. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Après, c'était assez généraliste, mais je sais qu'il y a parfois, on peut avoir des petites questions par rapport à son cas personnel. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'avais vu une question au tout début. Merci encore, Jessie. C'était hyper intéressant. Alors, tu peux déjà arrêter le partage d'écran au cas où on en aura besoin, je sais pas. J'ai pris quelques questions, je les ai notées au fur et à mesure, mais voilà, si quelqu'un a une question, déjà, vous pouvez lever la main voilà, via l'outil et puis on vous donnera la parole ou vous pouvez le mettre dans le chat et voilà, on la posera à Jessie. Alors, Jessie, pour commencer, on a Gilbert qui nous demande, du coup, les étudiants aussi sont prélevés ou seulement les salariés? Alors, les étudiants sont pas prélevés. Hein. Après, ça dépend. Parce qu'il y a certains étudiants sous contrat d'apprentissage ou en alternance qui peuvent faire l'objet de prélèvements à la source. C'est ça. Ça, c'est à vérifier sur la fiche de paye.
Parce que normalement, tout figure sur la fiche de paye. Vous avez le montant, votre montant brut, votre montant avant impôt, le montant après impôt. Et si vous êtes prélevé à la source, normalement, vous êtes capable de le voir sur la fiche de paye. Et si toutefois c'est le cas, mais là, il faut impérativement, de toute façon, même si ce n'est pas le cas, il faut quand même remplir une déclaration pour régulariser ces prélèvements qui ont été faits, afin de déjà voir, parce que parfois, il y a des grilles non personnalisées, des grilles un peu générales qui sont appliquées. Et ça ne veut pas dire que vous êtes forcément imposable. Mais ça, on pourra le voir, on pourra le déterminer qu'à partir de la déclaration des revenus. Donc, c'est possible que vous soyez étudiant, alternant ou autre, que vous percevez des revenus qui sont prélevés à la source, mais que vous ne soyez pas imposable. Mais ça, pour générer une restitution ou pour qu'on vous rembourse ou pour qu'on puisse le voir, il faut déposer la déclaration des revenus. Donc, les étudiants en tant que tels, s'ils ne perçoivent pas de revenus, ben, ils ne sont pas prélevés. Non, vous n'avez pas de prélèvement sur vos bourses, pas de prélèvement sur vos prestations sociales, pas de prélèvement sur quoi que ce soit. C'est simplement si vous avez un employeur qui, qui vous prélève selon une grille. Mais ça, pareil, vous pouvez le voir sur vos fiches de paiement. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Super, merci, merci Jessie. Gilbert, tu peux nous dire en commentaire si Jessie a bien répondu à ton interrogation. En attendant, on a Glo qui nous demande bonsoir à tous. Voilà, et merci pour le programme, c'est gentil. J'aimerais savoir si les étudiants boursiers doivent déclarer aussi leurs allocations mensuelles. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Les étudiants boursiers, en fait, la bourse, c'est une prestation sociale parce qu'on considère que c'est un apport de revenus. Donc, nous, les impôts, on va pas taxer. On taxe pas ni les prestations sociales, ni les revenus de chômage, ni les bourses. Voilà. La seule chose qui va être taxée, ça va être vraiment le revenu d'activité. Donc, c'est un revenu que vous générez suite à une activité. Tout ce qui est revenu de remplacement, hormis certains cas, ça n'est pas taxé. Donc, les étudiants, vous pouvez faire si vous êtes étudiant boursier et que vous n'avez pas travaillé, et même dans le cas, alors ça me permet de rebondir sur les étudiants, par exemple, qui font des jobs, des boulots étudiants sur leurs vacances ou bien sur leur temps libre. Ça, vous avez une portion annuelle qui est prévue, qui est exonérée par la loi. Donc, chaque année, si vous avez travaillé pour moins de 5 200 €, vous n'êtes pas dans l'obligation de déclarer ces revenus-là. Et quand je dis déclarer ces revenus-là, c'est vraiment les reporter sur votre déclaration. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas faire de déclaration. Il faut quand même faire la déclaration. Mais si les revenus que vous avez générés sont inférieurs à 5 200 € en tant qu'étudiant sur votre temps libre, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Vous pouvez les mettre à 0. Et ça, personne ne vous dira quoi que ce soit pour ça parce que ce sont des seuils prévus par la loi qui vous permettent d'exonérer les revenus inférieurs à 5 200 €. Donc, en dehors des revenus vraiment générés par le travail, tout le reste pour les étudiants, bourse, allocation, logement, voilà, aide sociale ou quoi que ce soit, ce n'est pas à déclarer. Et quand je dis ce n'est pas à déclarer, encore une fois, c'est que ce n'est pas à reporter dans la déclaration. La déclaration. Si vous faites votre déclaration, vous la faites à 0. Super. Voilà. Merci. Glo, tu pourras nous dire si voilà, la réponse de Jessie convient bien. Alors, il y a Dodi qui nous demande, je commence mes démarches en avril, quels sont les documents à donner hormis le bulletin de salaire? Si c'est sa première demande, je pense que Jessie a répondu déjà à la question. Au cas où, Jessie, tu peux la faire une petite piqûre de rappel au cas où. Hein. Ouais, alors je précise quand même que même si c'est ta première déclaration, le bulletin de salaire ne fait pas partie des documents à donner. Donc ça, tu Très n'es pas bien. obligé de le donner. Par contre, la liste des documents justificatifs à fournir, ça va être principalement des documents d'identité pour que l'administration puisse vraiment te certifier en fait, dans la base de données. C'est ce qui est demandé en tout cas aux personnes qui déclarent pour la première fois. Après, les documents de salaire, ce n'est pas demandé. Donc, on est dans un système déclaratif. Tu fais ta déclaration. Normalement, les revenus que tu mets, si ça porte à question, ils reviendront vers toi. Mais les seuls documents que tu as à fournir, c'est les documents qui figurent sur la liste qui est à la fin du formulaire.
Ok. J'espère que c'est bon pour toi, Dodi. Alors, on a Sophia qui nous a posé la question, mais comment prouver qu'on envoie de l'argent? Donc, je pense que c'est par rapport au fait que tu aies dit, voilà, pour ceux qui envoient de l'argent à l'étranger, comment est-ce qu'on peut le justifier au cas où? Alors, les justificatifs qu'on demande en général, les plus répandus, ça va être les preuves de virement. Donc, normalement, on prend les relevés de compte. Bon, ça, c'est si c'est demandé, hein, parce que Hmm. ça, en fait, euh, Il y a un seuil aussi, je crois. il y a un seuil. Alors, il y a un seuil, ça dépend, parce que le seuil, il est pour les personnes, les pensions alimentaires versées aux enfants majeurs. Mais si, par Ok. exemple, c'est une pension alimentaire qui est versée à un parent ou à un enfant mineur, là, il n'y a pas de seuil. Ok. Hmm. Dans la mesure où l'enfant mineur n'est pas déjà rattaché Au au foyer foyer fiscal. fiscal, hein. Il faut Hmm. que ça soit un enfant mineur qui ne figure pas sur la déclaration du demande du débiteur. Ouais, tes parents. Euh, Après, en termes de justificatif, ouais, ça va être ça. Nous, principalement, on prend des preuves de virement, donc relevé de compte, preuves de virement. Euh, Est-ce que les c'est pour... captures d'écran, par exemple, je suppose que c'est un peu sa question, les captures d'écran un peu Western Union, RIA, ce genre de choses, parce que tu sais, ça passe beaucoup par téléphone aujourd'hui. Voilà, Ouais. est-ce que c'est des trucs que voilà, vous acceptiez voilà, côté impôt? Oui, franchement, j'ai déjà vu à l'accueil des. Alors, bon, ça, c'est à l'appréciation aussi de chaque service. Hmm. Tu vois, je peux pas m'avancer pour tous les services parce que je sais il y a des politiques qui sont assez propres à chaque service, mais en tout cas, j'en ai déjà vu passer des preuves de virement qui sont faites, qui sont fournies en tout cas par capture d'écran. Ça passe très bien. Après, c'est une preuve de virement comme une autre, hein. Donc, si on demande, Sophia, tu es en droit de donner des preuves, des captures d'écran en preuve de virement. Ça fonctionne très bien. Hmm. Et s'ils veulent plus, ben, j'imagine même auprès des Western Union, etc., il y a possibilité d'avoir des relevés éventuellement. Je pense qu'il y a des relevés de transactions qui sont possibles, Voilà. tout à fait, ouais. Voilà. Ok, Donc c'est ce qui doit être fourni. En tout cas, si c'est demandé. c'est ça. Ok. Sophia, n'hésite pas à nous dire aussi, voilà, si tu as d'autres questions. Merci encore. Il y a Nicodème Aka qui nous demande, alors bonsoir, merci pour la présentation qui est très instructive. J'aurais deux questions. Alors la première, doit-on effectuer une déclaration au prorata des revenus en cas de première déclaration pour des revenus obtenus à partir de novembre 2024? Mhm. Donc, je pense que si je comprends bien sa question, c'est on est en 2025, donc forcément on doit déclarer 2024. Et s'il est arrivé peut-être voilà, courant 2024, donc novembre, idéalement, qu'est-ce qu'il déclare, quoi? Je pense que ça doit être ça. D'accord. Alors, bon, dans le cas d'une personne qui est arrivée en cours d'année, dans la mesure où la personne n'était pas présente physiquement sur la partie de l'année, donc entre janvier et novembre, donc tous les revenus qui ont été générés entre janvier et novembre ne seront pas reportés dans la déclaration. Nous, on va prendre en compte les revenus de sources françaises qui auront été générés à partir de l'arrivée en France. Hmm. Donc, si par exemple Nicodème est déclaration des revenus 2024, il mettra ses revenus de novembre et décembre, en tout cas les revenus de source française. Après, ça dépend parce que si par exemple les revenus qu'il a générés entre janvier et novembre. Alors, on a perdu Jessie, et je pense qu'elle a un souci de connexion. Ok, Ah, là c'est bon, oui, ça a coupé. ok. Oui, si tu Euh, peux reprendre, s'il te plaît. oui. Donc, je disais que normalement, les revenus qui ont été générés avant l'arrivée en France ne sont pas à prendre en compte, dans la mesure où ce sont des revenus de source étrangère. Si par exemple, physiquement, on n'était pas en France entre janvier et novembre, mais que les revenus sont quand même de source française, c'est-à-dire qu'ils ont été payés par un employeur français, en tout cas qui sont émis suite à une activité euh, qui tient sa source en France, France, là, c'est différent. Là, normalement, tous les revenus de source française de l'année doivent être déclarés. Après, hmm. si c'est des revenus de source étrangère et que physiquement, la personne était résidente à l'étranger euh, entre janvier et novembre, tous les revenus qui ont été générés avant
ne sont pas pris en compte dans la déclaration. Nous, on va mettre que les revenus qui ont été faits en France à partir du moment où la personne est arrivée en France. En France, ouais. Ça veut dire que même les revenus qui sont déclarés, donc si la personne est arrivée en France après novembre et tout ce qui va être généré, même si c'est à l'extérieur, ils sont censés être déclarés en France. Parce que le foyer fiscal est rattaché à la France. Voilà, c'est ça. Ouais, ok. Voilà. Et la deuxième question de Nicodème, c'est, je note 2 colonnes pour les déclarants. Doit-on absolument effectuer une déclaration commune pour les époux? Oui, ça c'est obligatoire. C'est obligatoire, sauf disposition après. C'est des dispositions juridiques. Hein, donc, s'il y a un jugement, par exemple, qui autorise. Bon, mais même ça, c'est complexe parce que nous, à partir du moment où il y a un mariage, un PACS, la déclaration commune est obligatoire. Hmm. La déclaration commune est obligatoire, sauf à prouver qu'il y a une séparation de corps, qu'il y a des jugements, enfin, il y a une instance, il y a un jugement en cours qui autorise la séparation administrative aussi. Voilà, mais dès lors que le couple est marié, on impose la déclaration commune. Et déclaration commune, bon, c'est pas forcément déclarant 1 monsieur, déclarant 2 madame. Hein. Ça peut être déclarant 1 madame, déclarant 2 monsieur, il n'y a pas d'obligation. Enfin, voilà. Mais oui, c'est obligatoire. D'accord, très bien. Donc, merci Nicodème de nous dire si voilà, les questions sont bien répondues pour toi. Alors, il y a Christelle qui nous demande, vous avez des questions quand même, hein. Il y a Christelle qui nous demande pour les salariés et entrepreneurs. En même temps, alors, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a les deux casquettes, je suppose. Comment on déclare déjà à l'URSSAF, comme on déclare déjà à l'URSSAF le chiffre d'affaires trimestriel, ok? Faut-il encore déclarer son chiffre d'affaires et revenus, en tout cas ou revenus, lorsqu'on déclare ses impôts? Alors, ça dépend du régime. Ça dépend du régime. Et si elle déclare déjà à l'URSSAF, je suppose qu'il y a un régime libératoire qui a été mis en place. Donc, peut-être un prélèvement forfaitaire libératoire. Ça, après, il faut que j'en sache un petit peu plus parce que je ne saurais pas répondre comme ça de but en blanc. Mais je suppose en tout cas qu'il y a un régime libératoire qui a été mis en place. Donc, il y a déjà un impôt qui est prélevé par trimestre ou qui est prélevé mensuellement sur les revenus d'activité indépendants. Alors, dans ce cas-là, les revenus qui seront à mettre dans la déclaration, ça va être simplement à titre informatif. Hein, ça ne sera pas doublement imposé. Parce que le principe, justement, de mettre en place ce régime libératoire de l'impôt sur le revenu, c'est vraiment pour que ça soit imposé séparément des revenus autres éventuels de la personne. Personne. Donc, normalement, alors, il faut les déclarer, mais quand on dit déclarer, ça va être reporté dans la déclaration des revenus. Ça ne veut pas dire que ce sera doublement imposé. Mais ça, il faudrait peut-être que je vois un petit peu plus en détail avec Christelle, si elle veut, pour apporter une réponse un peu plus claire avec plus d'informations. Très bien. Ok. Alors sachez que après voilà, pour ceux qui aimeraient un entretien one-to-one avec Jessie, voilà, on mettra ça en place et on vous dira les différentes modalités par lesquelles vous pourrez avoir un entretien avec elle. Ok, donc voilà, n'hésitez pas à vous manifester au cas où déjà aussi dans les commentaires et on laissera aussi notre mail par lequel vous pourrez également nous contacter. Il y a Prince qui nous demande, alors je vois une main levée, pardon, depuis un moment, avant de prendre la question de Prince, c'est Ed. Ed, est-ce que tu veux ouvrir ton micro pour poser ta question, je suppose? Oui, est-ce que vous m'entendez? Alors, on t'entend pas très bien, je ne sais pas si c'est de mon côté. Euh, c'est bon? Oui, vas-y. Ok. Je tiens déjà à dire merci vraiment pour ce webinaire. Merci pour le temps que vous nous accordez pour nous permettre de mieux comprendre les choses. Moi, j'ai une question, mais en fait, disons que ma question, elle n'est pas plus sur les impôts, c'est plus sur le staff. Du coup, vu que peut-être que je vais sortir du cadre, j'aimerais plutôt rentrer dans le cadre de ceux qui pourront rencontrer, qui pourront vous rencontrer ou peut-être parler personnellement. Ok, donc tu veux solliciter plutôt un entretien après.
Oui, parce que Ok, ma question, elle est plus sur l'URSSAF, donc ça sert à rien de perdre le fil de ce qu'on fait. ok, d'accord. Donc, je vous laisse notre adresse mail dans dans le chat. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous contacter par mail. On pourra caler aussi voilà, des moments un peu plus soft avec Jessie. Là, on a le temps aussi qui est forcément qui nous talonne un petit peu. Merci, Ed, alors. Merci à vous. Alors, je prends la question donc je pense qu'on était à Prince. Je me permets, Prince. Bonsoir. Qu'en est-il de ceux qui font des jobs intérimaires? Si j'ai bien compris, la déclaration de 2024 est censée être faite en 2025, de janvier à décembre. Du coup, pour ceux qui sont arrivés dans la moitié de l'année, on déclaré les 6 mois. Est-ce qu'on déclare les 6 mois passés? Enfin, Jessie a répondu un peu à ça, si je peux me permettre. Donc, voilà, je ne sais pas si finalement la réponse que Jessie a déjà apportée à Nicodème te sert à soi aussi, Prince. OK? Donc, voilà, faut pas hésiter à nous dire aussi si il y a cette question qui est bien répondue de ton côté. S'il y a des précisions, tu peux les donner aussi rapidement. Des précisions, non, hein, je pense avoir couvert la question. Après, oui, c'est bien ça, je confirme que tu as bien compris, les revenus de 2024 sont à déclarer en 2025 de janvier à décembre. Et pour les 6 mois de l'année, comme j'avais dit, tu déclares les 6 mois où tu étais en France. Parfait. Mm. Parfait. Donc, Prince a dit que c'était bon pour lui aussi, donc c'est bon. Super. Ok, nickel. Il y a Nelly qui nous demande bonsoir à tous, bonsoir tout le monde et merci pour la présentation. Pour un couple qui déclare ensemble, comment intégrer les montants de dons et dîmes pour bénéficier du crédit d'impôt? Ok. Du coup, alors ça va être à remplir sur le formulaire principal, donc le formulaire 2042. Ça, c'est pour ceux qui déclarent en papier, mais de toute façon, la case est la même pour ceux qui déclarent aussi en ligne. C'est la case 7. Alors, à chaque fois, je la confonds. C'est la 7 UF à remplir pour la totalité des sommes versées à l'association. Voilà. Euh, Il faut il mettre faut le les montant net, c'est ça? il faut mettre le montant net, le montant qui figure sur le reçu fiscal annuel. Il faut le reporter dans la case 7 UF. C'est ce qui va permettre de générer un crédit d'impôt à hauteur de 66% de la totalité des sommes qui ont été versées au cours de l'année. Et là, dans cette case-là, il n'y a pas de limite. Parce que contrairement, par exemple, aux dons versés aux organismes d'aide aux personnes en difficulté, le maximum pour bénéficier d'un crédit d'impôt de 75% est de 1 000 € versés pour l'année. Donc ça, c'est le premier plafond, mais ça, c'est pour les organismes d'aide en difficulté. Pour les associations cultuelles, donc tous les dons qui sont versés à l'Église, vous devez les reporter dans les dons faits à d'autres organismes d'intérêt général. C'est la case 7UF. Et ça, vous pouvez reporter la totalité du montant qui figure sur le reçu fiscal. Très bien. Voilà. Merci, Jessie. Alors, il y a Zawi qui nous demande bonsoir, merci pour ce webinaire. Ma question est de savoir, est-ce que je peux demander des modifications sur mes 5 dernières déclarations d'impôt? Je me rends compte en fait que j'ai droit à plusieurs réductions d'impôts, dont du coup, qu'elle n'a jamais réclamé, du coup. Mais les 5 dernières, je pense que ça va être un peu difficile. C'est compliqué, ouais. Alors, j'ai une bonne et j'ai une mauvaise nouvelle. C'est que la mauvaise nouvelle, c'est que sur les 5, ça ne va pas être possible. Mais tu peux rattraper au moins les 3 dernières. Ok. Donc, Donc, les ça 3 dure les dernières, 3 dernières. c'est possible de les rattraper, oui. Ça, tu peux encore les rattraper. Par contre, alors là, comme tu demandes, en fait, c'est ce qui s'appelle introduire une réclamation contentieuse. Ça, par contre, je te conseille vivement de le faire via ton espace sécurisé en ligne. Donc, si tu as un numéro fiscal, tu as déclaré les années précédentes, tu as un numéro fiscal, tu dois avoir aussi un espace personnel impôt.gouv.fr. Il faut te rendre dans l'onglet messagerie sécurisée. Une fois que tu vas dans la messagerie sécurisée, tu sélectionnes la problématique qui t'intéresse normalement. Bon, ça devrait être facile à trouver. Et tu dois faire un message sur ton espace en ligne pour demander la modification des 3 dernières années en fournissant les justificatifs. Là, par contre, comme c'est toi qui demandes une modification de tes déclarations précédentes, tu dois fournir les justificatifs, donc les reçus fiscaux, les différents justificatifs de toutes les aides auxquelles tu pensais avoir droit, mais dont tu n'as pas bénéficié. Et là, par contre,
Enfin, oui. Et là, du coup, ils te demanderont, enfin, il faudra fournir les justificatifs. Ils vont introduire ta réclamation et normalement, si tu y as vraiment droit, ça sera instruit par le service et tu devrais recevoir les arriérés de ce à quoi tu n'as pas bénéficié, quoi. Donc, Super. les 3 dernières, c'est possible, oui. Mais pas les 5. Ok. Bon, au moins, tu en as 3 sur 5, donc c'est Voilà, déjà bien. j'ai plus de la moitié, donc ça va. Il y a Ria qui nous demande, alors je sais qu'il y a la déclaration automatique avec les revenus déclarés par l'employeur. S'il y a erreur entre ce qui est déclaré et le perçu réel, comment est-ce que je peux procéder? Est-ce qu'il y a une voie de recours? Ok, super. Ben, ça, c'est une bonne question parce que ça me permet de parler de la déclaration automatique, ce que je n'ai pas fait. Donc, la déclaration automatique, en fait, c'est un système qui est mis en place lorsque, sur les différentes années, il n'y a pas eu de changement, ou il n'y a pas eu trop de changements. Voilà, l'administration, elle connaissait les revenus, etc. Donc, ils ont mis en place, en fait, un système de déclaration automatique. Alors, la déclaration automatique, c'est bien écrit dessus. C'est écrit, s'il n'y a pas de changement, ne faites rien. Mais c'est s'il n'y a pas de changement. S'il y a changement, ce que tu peux faire, c'est te rendre sur ton espace impôt.gouv pour modifier la déclaration automatique. Donc, même système qu'une déclaration en ligne classique. Tu vas simplement déclarer tes revenus. Enfin, tu vas faire pareil, déclarer en ligne, sauf que là, tu vas simplement modifier la déclaration, la déclaration automatique. Ou si tu préfères faire en papier, la déclaration automatique que tu auras reçue par courrier, tu peux la modifier au stylo en rouge ou bien peu importe en couleur, quoi, histoire que ça soit bien voyant pour montrer les modifications que tu souhaites apporter. Et là, ça sera pris en compte par le service. Alors, si tu es en déclaration automatique et que tu as des modifications à faire, là, il faut vraiment, vraiment, vraiment être dans les délais. C'est hyper important, c'est encore plus important que pour quelqu'un qui n'a pas de déclaration automatique. Parce que les déclarations automatiques, en fait, si elles ne sont pas modifiées tout de suite, elles vont être prises en compte comme ça, elles vont être traitées comme ça. Et pour les modifier, ça va demander d'introduire une réclamation en plus. Et ça va encore allonger les délais pour avoir un avis d'impôt fidèle à la réalité. Donc voilà, les déclarations automatiques ne sont pas... Alors, elles sont automatiques s'il n'y a pas de modification à faire. Mais si vous avez des modifications à faire, c'est essentiel que vous les fassiez avant le délai. Voilà. Notamment aussi les modifications d'adresse. Parce que encore les erreurs sur les revenus, ça va, mais il y a des personnes qui laissent passer les déclarations automatiques alors qu'elles ont déménagé, elles ont changé d'adresse, elles n'ont pas forcément pris le soin de renseigner, de prévenir l'administration. Et ça, sur la déclaration automatique, après, ça va nous laisser une ancienne adresse et ça peut... Enfin, ça peut créer pas mal de problèmes de distribution du courrier, puis même aussi de mise à jour des fichiers. Ça peut aller très loin, quoi, des mises à jour de fichiers immobiliers, etc. Donc, c'est important aussi que même si vous êtes en déclaration automatique, vous regardez, vous scrutez les informations qui sont renseignées et à la moindre erreur que vous détectez, vous la faites parvenir à l'administration, soit en ligne ou soit en modifiant la version papier. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Et ça, c'est pareil aussi pour les déclarations pré-remplies. Alors, il y a des personnes qui reçoivent les déclarations pré-remplies. Alors, les déclarations pré-remplies, ce ne sont pas des déclarations automatiques. Ce n'est pas parce qu'on reçoit une déclaration avec des informations qui sont déjà, des informations connues de l'administration qui sont déjà pré-remplies, qui nous paraissent déjà correctes, qu'on n'a rien à faire. Non, au contraire. La déclaration pré-remplie, en fait, c'est un premier jet en fait, de ce que l'administration connaît déjà. Et ça nous permet à nous de pouvoir checker ces informations-là pour éventuellement les corriger, les préciser, voilà, si jamais il y a un besoin, et les valider. Donc, la déclaration pré-remplie, contrairement à la déclaration automatique, elle, il faut la valider pour qu'elle soit prise en compte. Là où la déclaration automatique sera directement prise en compte si on ne fait rien. Ok. Voilà, ouais, ça, c'est très pertinent comme question finalement. Ouais, voilà. Donc, pour la déclaration automatique, Ria, si tu vois qu'il y a des erreurs sur ta déclaration automatique, là, à partir du 11 ou du 12, on va dire 12 parce qu'en général, il y a toujours des petits bugs, mais tu pourras aller consulter ta déclaration automatique sur ton espace en ligne et corriger toutes les erreurs, les valider. Si tu veux revenir dessus, tu pourras le faire autant de fois que tu veux jusqu'à la date limite. Ok, parfait. Merci beaucoup. Donc, Ria, n'hésite pas à nous dire si les réponses de Jessie te conviennent aussi. Il y a Dodi qui nous demande, alors,
J'ai fait des jobs étudiants depuis 2 ans sans déclarer aux impôts et je n'ai plus les bulletins de déclaration. Est-ce que après ma première déclaration, je cours à des sanctions ou pénalités? Oui, de dire, je vais appeler la police. Ouais, ouais, bah, c'est sûr. Ça, c'est sûr. En plus, il fallait pas me dire ça à moi. Maintenant, je suis Bah, obligée d'aller te justement, dénoncer. c'est pas la personne à qui il faut dire ça en plus. Non, non, mais bon, alors, si c'est des jobs étudiants, bon, il n'y a pas mort d'homme hein, si tu ne les as pas déclarés, parce que voilà, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a un seuil qui est exonéré pour les étudiants. Donc, bon, si tu veux, je regarderai avec toi les montants éventuellement que tu as touchés, etc. Mais bon, si tu les as pas, si tu les as pas mis, enfin, il y a de fortes chances en tout cas que les sommes étudiantes que tu n'as pas déclarées étaient en dessous du seuil. Et voilà, donc après, tu peux toujours le faire. Hein. Tu peux toujours déclarer les 2 dernières années. Et ça, pareil, je peux t'aider à te mettre à jour dans tes déclarations. Mais ça, si tu veux, on pourra voir ça en cas par cas. Voilà. Super. Si c'est juste une mise à jour, on pourra le faire ensemble, il n'y a pas de problème. Merci Jessie. Alors, il y a Naoum qui nous demande, ma question est de savoir pour une première demande d'impôt, une fois que nous remplissons la déclaration de revenus, je prends l'exemple de celle de l'année 2023, une fois que nous remplissons ce document et ajoutons l'ensemble des pièces justificatives demandées, nous devons aller déposer l'ensemble des documents en présentiel au sein de notre service administratif de finances publiques en main propre ou faire suivre par courrier recommandé. Ok, ben ça c'est une bonne question. Alors vous avez le choix, hein, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire des 2 manières. Alors en main propre, peut-être pas forcément en main propre parce qu'après il faut faire la queue, etc. Mais chaque service dispose d'une boîte aux lettres dans laquelle vous pouvez glisser simplement votre déclaration. Après, par suivi recommandé, bon là j'ai un doute. J'ai un doute parce que j'aurais dit oui, pourquoi pas. Je dirais oui, pourquoi pas, tu peux faire un suivi recommandé. Au moins, ça te confirmera que ça a été reçu. Mais en lettres simples, ça arrive très bien aussi. Et dans la boîte aux lettres du service aussi, ça arrive très bien. Alors, ça me permet j'en profite aussi pour pouvoir partager avec vous comment trouver le service local compétent pour déposer vos déclarations. Alors, je m'assure. Voilà. Alors, je vais partager rapidement mon écran si j'ai encore un petit peu de temps. Sylvanus, tu me dis hein, si je déborde trop. Ouais, alors je pense qu'ils sont toujours là parce il y a encore 2, 3 questions, mais on va quand même voilà, pas tarder à arrêter pour être D'accord. fidèle au temps. C'est parce qu'on a démarré aussi un peu plus tard, hein, c'est pour ça. D'accord. Bon, mais je partage rapidement. C'est simplement pour montrer comment trouver le service compétent. Donc, une fois qu'on est sur l'interface d'accueil de impôt.gouv.fr, on peut aller sur ici, à droite, contact et prise de rendez-vous. Donc ici, on clique sur contact et prise de rendez-vous et là, vous vous laissez guider. Donc, vous êtes un particulier qui souhaite formuler une demande concernant la gestion de vos impôts, donc déclarer, payer, contester. Voilà. Ensuite, au sujet de par messagerie, ça c'est pour les personnes qui font la messagerie sécurisée sur l'espace en ligne, ou prendre rendez-vous sur place, ou trouver un point d'accueil. Donc là, vous mettez trouver un point d'accueil. Ah ouais. Donc là, on va consulter la cartographie pour voir. Ouais, non, le service a changé ça en maintenance. Bon, pour ça, je vais revenir vers vous. Je ferme le partage parce que je sais que le site est en maintenance, mais en tout cas, il y a un moyen de trouver le service compétent. Le mieux, c'est de se rapprocher, en fait, de regarder sur l'annuaire de sa ville. Normalement, on peut voir, il y a toujours un service des impôts des particuliers de sa ville. Et c'est à cet endroit-là qu'il faut déposer sa déclaration. Normalement, il y avait un service sur impôt.gouv pour regarder plus rapidement que ça, mais bon, ça a Oui, changé. en fonction de Voilà. l'adresse, voilà, ça te conduit directement au service C'est ça. rattaché. Ouais, Ouais, c'est ça. ça Donc marche. voilà, mais sinon, ça doit être déposé, ça peut être déposé dans la boîte aux lettres du service de sa ville. Mhm. Donc c'est un service des impôts des particuliers, SIP de la ville.
C'est Et ça. vous pouvez mettre dans la boîte aux lettres ou rechercher simplement l'adresse postale et faire un courrier simple. Ça va très bien aussi. Ok, nickel. Il y a Fanuel qui nous demande, je suis arrivé en septembre 2023 et jusqu'aujourd'hui, j'ai pas encore fait de déclaration. Donc, je dois faire 2 déclarations du coup? Ouais, c'est ça. Mhm. C'est ça. Il faudra faire 2 déclarations. Donc là, tu vas profiter de la campagne qui s'ouvre pour pouvoir te rendre au service de ta ville, donc de la ville où tu vis au 1er janvier 2025, je précise, et demander un formulaire de déclaration 2023 et un formulaire de déclaration 2024. Et tu pourras très bien faire les deux à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mhm. Ok. Et il aimerait savoir aussi pour les alternants finalement, est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu, voilà, pour les alternants, comment ils sont censés faire leur déclaration? Voilà, tu l'as expliqué un peu. En fait, ça dépend du régime d'alternance. Voilà, il y a les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Alors, Exact. pour ma part, par exemple, je sais que j'étais en contrat pro à l'époque et voilà, il y avait une particularité, je percevais plus, donc je devais déclarer forcément. Mhm. Il y avait la déclaration automatique qui était rattachée, mais par les contrats d'apprentissage, il y a un pourcentage quand même qui est fixé, qui est normé par la loi. Donc, pas forcément besoin de déclarer parce que voilà, vous n'êtes pas imposable à ce niveau-là. Donc, voilà, au cas où tu as envie de rajouter quelque chose. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Il y a une portion des revenus qui est exonérée. Donc, selon la nature du contrat d'apprentissage, c'est pas. Alors, en dessous, alors je crois que le seuil l'année dernière, c'était 17 200 et quelques euros pour l'année. Donc, si c'est au-dessus de ça, il faudra déclarer la différence, le surplus. Mais en Hmm. dessous, ça peut être à zéro. C'est pas à déclarer. Ben voilà. Donc, si vous savez que vous percevez pas plus que ça, voilà, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Mhm. Mais le plus important, gardez toujours vos fiches de paie, que ce soit job, intérim, voilà, contrat court, CDI, etc. Gardez-les pour une traçabilité aussi. Toutes les transactions que vous faites, n'hésitez pas à garder des captures d'écran, voilà, et à les mettre dans un drive quelque part caché. Ça vous servira toujours coûte que coûte. Donc voilà. Et en tout cas, je pense que Jessie, on va essayer de clôturer. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Euh, merci encore pour tout, Jessie. Franchement, c'est Avec grand plaisir, ben, ça m'a fait plaisir. Et puis de toute façon, comme Sylvanus a dit, je reste disponible. Donc s'il y a un besoin, je suis là. avec plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un accompagnement particulier. Alors vraiment, vous savez que vous êtes dans une situation particulière pour les auto-entrepreneurs, pour les personnes en difficulté. Voilà, quand je dis difficulté, les personnes à mobilité réduite, pour les personnes avec ascendant ou descendant, vous savez que c'est compliqué. Ceux qui bénéficient aussi d'aides associées, voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter via le mail. Donc, je vous le renvoie et vous pouvez mettre dans l'objet du mail, voilà, rendez-vous avec Jessie et nous, on essayera de formaliser un temps aussi avec Jessie, et regrouper peut-être par thématique, pourquoi pas, et voilà, planifier un point avec Jessie en privé et puis vous mettre en contact. Donc, voilà. Si voilà, je pense qu'on a quand même assez débordé quand même pour aujourd'hui. Désolé encore pour les soucis techniques, on a commencé un peu plus tard, mais tant mieux, ça s'est bien géré. Donc, Merci, merci encore, merci. Jessie. Merci à tous d'avoir participé. Voilà l'adresse mail, vous pouvez nous contacter dessus. Voilà. Merci encore. Moi, j'ai pas de questions particulières à part te dire encore une fois merci. Tu as clarifié énormément de choses. Aujourd'hui, moi, je t'avoue que j'arrive à mieux lire cette fiche-là, déjà. Avec Donc, ça fait plaisir. Donc voilà, pour les stagiaires, les alternants, bon, toutes les personnes que nous, on puisse accompagner, aujourd'hui, on a quand même une bonne réponse à leur apporter. Voilà. Merci encore, Jessie. Est-ce que tu as un mot de la fin peut-être pour nos participants? Ben, merci, Voilà. merci à tous d'avoir participé, de m'avoir écouté, de m'avoir posé des questions. C'est avec plaisir. Et puis ben, je suis disponible. Merci, merci à toi, Sylvanus, pour l'invitation, de m'avoir reçu. Et puis ben, voilà, c'est avec grand plaisir en tout cas. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et je vous dis très bonne soirée à tous. Et puis, rendez-vous, restez connectés sur nos pages. Your Season, vous pouvez nous trouver sur LinkedIn majoritairement. On diffuse les différentes interventions à ce niveau-là.
Donc, restez connectés. Il y a d'autres webinaires qui arrivent. Il y a Jessie qui fera aussi un autre binôme voilà, dans les mois à venir. N'hésitez pas à rester connectés sur ces pages-là. À la rigueur, je vous renvoie le lien peut-être vers la page si vous voulez patienter quelques minutes, le temps que je vous envoie le lien vers la page de l'association. Comme ça, vous pourrez éventuellement nous contacter par la messagerie de l'association ou par mail, peu importe, hein. Voilà, n'hésitez pas à suivre la page, la repartager aussi pour que voilà, les différents webinaires, la diffusion pourrait être repartagée à ce niveau. La diffusion, on ne va pas la garder très longtemps. Disons qu'on va essayer de la garder à minima sur un mois et quelques, et après, elle sera supprimée pour les personnes au cas où qui n'ont pas pu voilà, suivre l'intervention de Jessie aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à le repartager au cas où. Donc voilà le lien vers la page qui est dans le chat. Donc merci encore à tous. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme je vous dis. Et très bonne soirée et agréable fin de soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.